Bonjour, bonsoir mesdames, messieurs. Euh, nous sommes très heureux de vous retrouver à ce moment-ci. Et je veux adresser un salut particulier à tous mes abonnés. Et je vais par la même occasion accueillir tous ceux qui vont s'abonner à la suite de cette vidéo ou pendant cette vidéo. C'est important qu'on s'abonne pour connaître le présentateur et les différentes thématiques que nous développons ici. Mais nous voulons rappeler aux uns aux autres que nous sommes là sur une plateforme, une chaîne qui se veut une plateforme d'émancipation culturelle pour un épanouissement social de la communauté africaine et des francophones en particulier. La communauté francophone traverse des moments difficiles en Amérique du Nord, non seulement liés au problème de langue qui s'ensuit avec un problème de culture, mais également à un problème relationnel, des relations entre les membres de la famille. Et tout récemment, un drame vient de se passer. Et cela va laisser une marque indélébile sur la communauté noire en général et sur les francophones en particulier. La première conséquence immédiate, c'est que 2 semaines après le drame, on continue à en parler. Alors que les autres ont déjà fini de faire le discours à propos de ce drame, ils ont déjà fini de supputer. La communauté noire continue à en parler avec beaucoup d'émotion, avec beaucoup de verve. Cela montre à quel point ce drame les a touchés. Et cela a remis en cause les relations entre les membres de la même famille dans une communauté, dans une famille africaine. Et désormais, certains veulent prendre le taureau par les cornes, c'est-à-dire trouver une solution à ce genre de situation, que ce drame ne se répète plus. Mais comment est-ce qu'on peut trouver une solution à ce genre de situation? Déjà là, je vais vous dire qu'il y a des plateformes qui sont mises en place pour essayer de redynamiser les familles africaines en Amérique du Nord. Il y a plusieurs plateformes, je vais mettre les liens en dessous. Et les femmes sont également en avance pour essayer de créer beaucoup de communautés, pour essayer d'en discuter, de parler. Mais dans cette verve, dans cette mouvance, où sont les hommes? On se rend compte que les hommes sont particulièrement absents. Et même quand ils sont présents, ils sont silencieux. Ils ne disent rien. Pourquoi cet état de choses? Je voudrais dans cette vidéo essayer de poser une réflexion sur les conséquences de cet après-drame. Parce qu'au regard de ce que je vois, au regard de ce que je suis, les femmes ont toujours cette verve, ce courage que les hommes n'ont pas ici, de pouvoir prendre le devant pour dire, pour dénoncer ceci, pour dénoncer cela. Mais est-ce qu'elles ont donné la parole donc? Est-ce qu'elles donnent la parole donc aux hommes? Qu'ils soient oppresseurs ou qu'ils soient victimes, est-ce qu'elles leur donnent la parole? On trouve que les hommes sont toujours en deçà. Jusqu'à présent, je n'ai pas encore trouvé une ONG ou une plateforme créée par un homme pour inviter les hommes à en parler. Et même sur ces plateformes que les femmes créent, lorsque un homme s'avance pour donner son point de vue, c'est les critiques qui fusent de la part des jeunes, de la part des femmes. Qu'est-ce qu'il en connaît? Est-ce qu'il a étudié toutes les autres communautés? Et ainsi de suite. Et c'est ça qui m'amène à dire, essayons d'écouter quand même le point de vue des hommes. On va se plaindre, ils sont violents. Ben, est-ce que on sait aussi qu'en Amérique du Nord, les femmes sont plus violentes? Oui, les femmes sont très violentes en Amérique du Nord. La violence n'est pas seulement masculine, parce qu'on parle de la violence portant sur les hommes, on voit toujours la violence physique. Mais du point de vue moral, du point de vue verbal, les femmes en Amérique du Nord sont plus violentes, 2 fois plus violentes que les hommes. Vous n'avez qu'à regarder leur ton de parler, vous n'avez qu'à regarder les mots qu'elles utilisent. Et vous allez suivre, il y a des femmes qui disent qu'elles tuent les hommes tous les jours. Moi, ce que je veux dire aux femmes, moi-même, je suis la première à tirer sur les hommes. En longueur de journée, je le fais régulièrement. Mais aujourd'hui, ce que j'ai à dire aux femmes, c'est mettre un peu d'eau dans votre vin. Les femmes ont souvent le gros cœur. Ça, c'est évident. Ça sont des femmes qui font leur propre introspection pour voir comment est-ce que, même avant qu'un homme n'arrive à ces situations-là, la femme l'avait déjà tué à plusieurs reprises.
l'avait tué sur le plan professionnel, l'avait tué sur le plan financier, l'avait tué sur le plan social, l'avait tué sur le plan, sur tous les autres plans. L'homme, la femme avait déjà tué l'homme. Au point que l'homme n'était qu'un cadavre ambulant. Et par ce fait-là, il ne pouvait plus, il n'avait plus rien à perdre. Il n'avait plus rien à faire. Donc, il a dû se résigner. Et ils ont dû se résigner. Et cela va poser de sérieux problèmes sur la suite, comment reconstruire les communautés. Parce que quand l'homme et la femme arrivent au Canada ou aux États-Unis, les objectifs deviennent divergents. Il faut bien qu'on se le dise, les objectifs deviennent divergents. La femme qui a épousé l'homme en Afrique et qui avait une vision de fonder une famille, arrive ici et veut s'épanouir seule, au mépris de l'avenir de l'homme et encore des enfants. Parce que quand une femme arrive ici et qu'elle trouve que pour s'accomplir, elle doit se mettre avec un homme blanc. Voilà son accomplissement. Parce qu'elle trouve que c'est à ce niveau qu'elle peut trouver le bien-être physiologique, le bien-être psychologique et surtout le bien-être matériel. Elle trouve. Même quand l'homme lui a déjà tout donné, mais elle veut anticiper sur ce qu'elle veut prendre. Généralement, les Africains épousent toujours les femmes qui sont d'un âge inférieur. C'est-à-dire qui sont de 5 ans, voire de 10 ans inférieurs, et même plus. Généralement, c'est ça. Mais ce n'est pas ça dans la société nord-américaine. Or, quand l'homme épouse une femme qui est jeune, sa cadette, il veut transmettre à la femme et à ses enfants tout son héritage. Donc, s'il achète une maison, il est sûr qu'il sait qu'il va mourir et il est souhaitable que lui, il meure avant sa femme et ses enfants. Parce que sa vie, c'est pour sa femme et c'est pour ses enfants. Mais on trouve que quand une femme arrive, mais on se rend compte, quand une femme arrive maintenant en Amérique du Nord, elle anticipe sur tout cela. Dès que l'homme achète la maison, elle veut s'en approprier même avant sa mort, alors qu'il va finir tout calme dans son coin. Dès que l'homme veut le bien de ses enfants, elle anticipe pour dire qu'il faut qu'on lui donne l'argent pour qu'elle participe au bien de ses enfants. Comment est-ce qu'elle peut participer au bien de ses enfants sans l'homme? Ça devient difficile. À ce que je sache, et de ma propre expérience, on s'est toujours rendu compte qu'il n'est pas facile pour un garçon de voir sa mère aller avec un autre homme, à moins que je me trompe. Mais est-ce que les femmes sont conscientes de cela? Quand une femme divorce avec le père de ses enfants, vit dans la maison du père de ses enfants et fait venir un autre homme dans la maison de son père, fait venir un autre homme dans le lit de son père, comment vous pensez que cet enfant peut être épanoui? Il a une dent contre cet homme, même s'il ne le dit pas. Il n'a pas les moyens de s'exprimer, il a une dent contre cet homme. Comment pensez-vous que vous pouvez éduquer un garçon, vous, une femme? On croit que ce n'est pas seulement le bien-être matériel, ce n'est pas seulement lui acheter tout ce qu'il a besoin. Mais il y a des façons de faire, le savoir-être qui est très important. Ça, ce n'est pas seulement au niveau du garçon, c'est également au niveau de la fille. C'est l'homme qui éduque l'homme. Et c'est également l'homme qui éduque c'est l'homme qui éduque l'enfant garçon. C'est également l'homme qui éduque l'enfant fille. Parce que c'est en étant dans une famille qu'une fille voit dans ses rapports avec son père qu'elle apprend le respect et la soumission, qu'elle apprend la présence de se tenir à côté d'un homme, qu'elle sent la présence d'un homme. N'en parlons pas pour le garçon. C'est en copiant son père, qui est comme son modèle, que l'homme peut mieux s'épanouir. Généralement, pour un cas personnel, les enfants que j'ai eus, c'est moi qui suis le premier à mettre ses enfants assis. Je dis qu'il est temps qu'on mette l'enfant assis. Pourtant, la mère va toujours trouver que l'enfant, son dos n'est pas encore dû. Mais il y a des choses qu'il n'y a que le père pour faire à l'enfant. Quand on tient l'enfant, on le soulève, l'enfant crie. Mais le jour que le père vient porter l'enfant et le lance en l'air, le retient, l'enfant tient une fois, il se ressaisit et regarde son père et sourit. Mais pourtant, quand c'est les autres qui le font, l'enfant se met à pleurer. Oh, l'enfant a trop peur. Mais il y a des choses qu'il n'y a que le père pour faire à son fils. Et il n'y a que des choses que l'enfant peut accepter rien que de son père. Il faut qu'on le sache. Dans les familles africaines, c'est ça. Tenir la main de son enfant pour qu'il marche, l'enfant se sent plus confiant.
Tu tiens la main de l'enfant. Quand l'homme tient la main de son enfant pour le faire marcher, l'enfant se sent plus en confiance qu'avant sa mère. D'ailleurs que la mère n'oserait pas. Quand vous tenez la main de l'enfant, il est fier à faire les premiers pas et il est content. Même quand il tombe, il est content, il rit. Mais quand sa mère, il doit toujours un peu rechigner. Donc il faut que nous, que les femmes africaines se rendent compte de cette éducation-là. La présence de l'homme est nécessaire. Si vous insistez à éduquer vous-même, vos enfants, parce que vous vous fiez juste à votre bonheur, parce que vous pensez que votre accomplissement matériel ou votre bonheur personnel ou sentimental passe essentiellement par votre accomplissement de se mettre avec un blanc, vous avez gâché tout l'avenir de l'homme et des enfants. C'est très important qu'on se mette cela en esprit. Donc, je voudrais par cette vidéo inviter les hommes à prendre la parole, inviter les femmes à donner la parole aux hommes pour que les hommes s'expriment. Parce que là, les hommes sont des victimes silencieuses qui n'ont plus rien à dire ici. Parce que qu'est-ce qu'on va dire? On a peur de s'avancer. La femme a tous les pouvoirs. Et nous sommes dans une société où il ne faut pas critiquer. En Amérique du Nord, il ne faut pas critiquer la femme. Dès que vous voulez parler un peu pour corriger la femme, on vous estime que vous êtes violent. Parce que vous ne devez rien dire sur le comportement de la femme. On donne tous les pouvoirs à la femme et l'homme n'a qu'à se taire. Donc, je veux également par cette vidéo interpeller les femmes qui sont en train des femmes qui ont encore cette sensibilité, qui pensent que les hommes sont meurtris dans leur chair, qui pensent que les hommes sont meurtris dans leur mental, de donner la parole aux hommes. Vous aurez beau organiser des colloques entre vous, vous aurez beau donner la parole, expliquer des choses, mais tant que l'homme n'est pas au centre de cela, ça n'aboutira pas. Vous allez vous fatiguer. Comme dit Anna, vous allez vous fatiguer. Et ça ne va rien changer sur la lutte de la société. Et remettez à l'homme la parole, déjà pour qu'il s'exprime sur ce qu'il y a lieu à faire. Et ne perdez pas de vue ce qu'il y a d'important dans les relations, dans la gouvernance familiale. La gouvernance familiale, l'homme requiert qu'une seule chose, c'est le respect. C'est le respect. Faites tout ce que vous pouvez faire à un homme, mais quand il perd son respect devant ce qui est considéré comme sa femme, devant sa femme, quand il perd le respect devant ses enfants, tout est inutile. Tout est inutile. Et quand vous l'affrontez, vous l'humiliez au point qu'il perde son respect, non seulement dans sa maison, dans son lit, c'est la pire des choses. Même si c'était après. Donc, il faudrait que les femmes comprennent ça. L'homme africain est jaloux de son respect. Accordez-lui le respect. Accordez-lui le respect. Je veux raconter un peu cette anecdote où on a souvent tendance de dire « Oh, les hommes africains, même en Afrique, n'aiment pas souvent sortir avec leurs femmes. » Pourquoi? Les femmes vont supputer, non, c'est parce qu'ils sont infidèles, c'est parce qu'on dit, mais quand ils ont des billets, des sorties, on trouve toujours l'homme venir seul. Pourtant, c'est un homme sérieux, mais on ne sait jamais pourquoi il vient avec... on ne sait pas pourquoi il vient toujours seul, sans sa femme. La raison est simple. Il faut demander à certains hommes, ils vont vous dire. C'est parce qu'il connaît la mentalité de sa femme. Ce n'est pas que parce qu'il veut tricher ou peut-être parce qu'il est embarrassé. C'est parce qu'il sait que si au milieu des gens, la seule personne qui peut lui manquer du respect, c'est sa femme. Il le sait. Donc il ne peut pas par conséquent amener sa femme en public. Or, s'il amène sa femme en public, il n'a pas envie de se faire humilier auprès des autres hommes. Donc, quand il connaît que sa femme lui manque du respect, non pas seulement dans la maison, mais à l'extérieur, il a à prendre des gardes, il a à prendre ses gardes. Et voilà comment, quand les femmes débattent entre elles, voilà les arguments qu'elles donnent. Oh, cet homme, c'est un homme infidèle. Et c'est loin de là. Même quand c'est un homme sérieux, on ne sait pas pourquoi est-ce qu'il ne marche pas avec sa femme. Mais les hommes ont tendance, entre les hommes, on sait la raison. Donc, si la femme est habituée à vous manquer du respect, et il y a des femmes qui n'attendent que ces occasions-là. C'est-à-dire, à la maison, elle vous accorde tout le respect. Mais dès que vous êtes dehors, elle est prête à vous piétiner. Même par amour, elle est prête à vous piétiner. Même pour s'affirmer que non, vous êtes sa personne, elle est prête à affirmer sa primauté sur vous. Je peux appeler ça également par amour. Mais là, ça humilie les hommes. Là, ça humilie les hommes. Donc, ce n'est qu'un exemple que je prenais pour essayer d'expliquer aux femmes qui sont en Amérique du Nord. Si vous pensez qu'il est important de rebâtir la famille africaine, revenons à certains fondamentaux. Je ne dis pas qu'on retourne en Afrique,
mais qu'on revienne à certains fondamentaux. Est-ce que là, il y a vraiment un échange entre l'homme et la femme? Est-ce qu'il y a dialogue, comme on aimait dire? Remettez la parole aux hommes avec tout le respect et ils vont vous dire où cela peut clocher. Vous ne pouvez pas réussir tout seul à préserver la famille. Où est-ce que vous allez tout seul? Donc, je vous remercie de m'avoir suivi. Si ce que j'ai développé là vous a paru intéressant, mettez-moi un pouce. Si vous n'êtes pas d'accord avec ce que j'ai dit, vous pouvez également me mettre un pouce contraire et me mettre un commentaire pour qu'on essaie ensemble de voir comment redynamiser les familles africaines en Amérique du Nord, comment on peut ensemble favoriser ou donner les éléments pour la construction des familles pour ceux qui sont encore seuls. Comment est-ce qu'on peut reconstruire les familles? Comment est-ce qu'on peut construire les familles? Qu'on peut les reconstruire les familles africaines? Merci de m'avoir suivi jusqu'au bout. Je vous souhaite une excellente journée et on se dit qu'à plus tard.